En tout cas, bonjour à tous. Donc, Mathieu Chevalier. Donc, je suis responsable de la prévision marine à la direction des opérations ici à Météo France, donc à Toulouse. Et je suis très heureux en fait de donner cette présentation sur l'activité notamment donc, de Météo France et notamment de Toulouse. Alors, une fois n'est pas coutume, pour reprendre effectivement Marc qui nous parlait de la naissance de la météorologie moderne en lien avec ce drame au cours de la guerre de Crimée en 1854. Donc effectivement, mer et météorologie indissociables. Il ne faut pas oublier non plus qu'avant cet événement dramatique, la météorologie moderne s'est constituée petit à petit d'une accumulation de connaissances grâce au monde du maritime et du fait notamment de l'importance de ce secteur. Et que, en même temps, donc, suite à cet événement-là, donc, qui a conduit effectivement à la fondation du service météorologique français, au XIXe siècle, s'est également déroulé un certain nombre d'événements liés à la structuration internationale dans le domaine de la météorologie, dans le domaine du transport maritime, et également des progrès technologiques qui ont permis également d'assurer un certain nombre de progrès dans ces domaines-là. Et donc je vais mentionner deux éléments qui sont fondamentaux par rapport à cette problématique de météorologie et marine. Donc le premier, c'est l'observation en mer. Alors l'observation en mer dans deux domaines, pour deux éléments. Donc déjà pour la compréhension, la veille et la détection et le suivi des phénomènes marins, mais également aussi de manière beaucoup plus générale pour la modélisation numérique du temps, de l'océan superficiel et du climat, avec une importance fondamentale des observations. Alors on a parlé effectivement des bateaux, et ça continue à être effectivement des observations indispensables. Les bouées, les sémaphores aussi, les observations humaines des sémaphores de la Marine nationale. Et plus récemment, on en a parlé, l'observation spatiale, qui a permis de faire un bond. Et aujourd'hui, la recherche d'observations qui vont nous permettre d'aller plus vers la frontière, plus aux interfaces. Et je cite ici comme exemple des informations qui pullulent le long des littoraux, issues de webcams, qui peuvent nous donner des informations très utiles sur l'état du littoral, les états de mer potentiellement dangereux. L'autre élément important donc, dans cette structuration internationale, ça a été comment servir les marins et la mise en place d'un système, justement, donc le système mondial de détresse et de sécurité en mer, donc en application donc la Convention SOLAS. Alors là, c'est un autre drame, en tout cas la Convention SOLAS mise en place par l'OMI, donc c'est le naufrage du Titanic. Et donc petit à petit, avec la prise en compte des moyens de télédétection, enfin des moyens de communication, la mise en place progressive donc d'un système avec ce découpage en zones qu'on appelle des métaréas de l'océan, au sein duquel, dans chaque métarea, un service météorologique est en charge d'assurer la diffusion en mer d'avertissements pour les vents, pour les états de mer, les phénomènes cycloniques, voire les glaces aussi, et également d'assurer de manière plus régulière la diffusion de prévisions météorologiques de l'environnement marin. Et donc cette diffusion par le biais du NAVTEX ou par les moyens satellites, donc actuellement le système Inmarsat. Alors ici j'entoure, pour pouvoir faire la transition sur Météo France, les zones sur lesquelles la France a la responsabilité de cette diffusion, la Métarea 2 que vous voyez ici, et la partie sud de la Métarea 8, où c'est notre service de la Réunion. Donc l'environnement, enfin donc l'océan superficiel, mais aussi l'environnement atmosphérique marin, au cœur des missions de Météo France, dont un service météorologique national, en tant que service météorologique national, qui est donc au cœur des missions de sécurité des personnes et des biens, de soutien à la marine nationale et également de ses engagements internationaux. L'océan, on le retrouve dans d'autres axes d'intervention. J'ai parlé de l'observation, du soutien aux activités économiques, et notamment très récemment dans le contexte du soutien de développement des énergies marines renouvelables, et notamment de l'éolien offshore, dans le cadre d'études, de la recherche et du climat, notamment la prévision saisonnière. Alors à Météo France, comment cette thématique marine est organisée ? Ça me permet de vous rappeler aussi que Météo France, on a des implantations, on a une organisation avec des implantations en région sur la métropole, mais également outre-mer, donc une présence qui est partout et où on voit que la mer est quand même assez omniprésente. On a effectivement, donc je voulais insister sur 4 de nos implantations dans lesquelles la thématique marine est particulièrement plaisante. Donc ici, Toulouse, la météopole, où la coordination thématique, de la recherche et développement, de la sécurité des personnes et des biens, et également des fonctions au titre de l'OMM de centre météorologique régional spécialisé pour la prévision des vagues et pour la météo marine. On a également une forte présence à Brest pour des activités d'assistance et de service dans les domaines marines et offshore, et également dans la maintenance des bouées météorologiques dont Météo France a la charge. Lannion,
où un centre de météorologie spatiale a une activité de premier ordre à l'échelle internationale pour la télédétection de l'océan et de la glace de mer. Et enfin, je me signale aussi, donc Outre-mer, La Réunion, qui assure également des fonctions de centre météorologique régional spécialisé pour la météo marine et bien sûr pour les cyclones dans l'océan Indien. Donc vous êtes ici à Toulouse. Toulouse qui donc a une coordination thématique, mais également cette mission donc, de sécurité des personnes et des biens. Et donc j'en profite pour présenter le cœur en fait, de cette activité-là, qui est le Centre national de prévision, que certains d'entre vous pourront découvrir cet après-midi. Donc dans lequel une partie de l'activité est dédiée à la prévision marine, un certain nombre d'activités sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, avec notamment la production marine de sécurité, la vigilance d'accumulation, le soutien pour Polmar et Search and Rescue sur l'ensemble du globe, assuré à Toulouse, et en tant qu'interlocuteur des CROSS et des autorités nationales comme le COGIC ou le CMVO par exemple, et donc assuré par 4 agents en service permanent, 4 postes permanents, donc armés H24. Alors la production de sécurité marine, c'est effectivement ce qu'on a tendance à évoquer comme étant les bulletins marines, donc les bulletins marines de sécurité, donc diffusés sur un certain nombre de domaines côtes, en dessous des vins nautiques, ou alors le large ou le grand large dans le cadre des engagements internationaux, des bulletins qui informent sur un certain nombre de paramètres, le vent, la mer, les visibilités. On avait certains bulletins de début de semaine qui parlaient bien des brumes de sable qu'on a pu observer, ou les phénomènes cycloniques. Donc des bulletins émis 2 fois par jour, avec des avertissements sur dépassement de seuil, donc dont la diffusion est assurée par les CROSS, diffusion en mer. Donc vous voyez ici les zones en fait, sur lesquelles Toulouse assure une veille constante pour assurer cette mission. La lutte contre les pollutions marines, donc cette fois-ci on est sur le risque en mer, mais également lorsque un risque en mer peut avoir des conséquences à terre, avec nos fonctions au titre du soutien à l'action de l'État en mer, dans le cadre notamment des plans Polmar, avec une capacité de réponse 24 heures sur 24 pour produire des conseils aux autorités, mais également des prévisions de dérive des nappes d'hydrocarbures en surface, et apporter cette synthèse d'expertise au sein d'un comité de dérive animé par le CEDRE, ainsi que d'autres acteurs du milieu océanique, comme le CHOM ou l'IFREMER, ou les acteurs de l'action de l'État en mer de manière générale. Donc là, on a ici un exemple de fonction assurée donc, à l'interface entre la Terre et la mer, entre la mer et la Terre. Et une autre de ces fonctions qui est apparue plus récemment, dans la fin des années 2000, c'est effectivement l'opération de la vigilance d'accumulation. Donc là, on est lorsque le risque d'origine maritime peut poser des problèmes au niveau de la Terre, notamment un risque de submersion du littoral. Il y a une conjonction de niveau marin élevé, forte surcote par exemple dans une situation de grande marée par exemple, associée à de fortes vagues. Et donc la mise en place d'un dispositif dédié et son intégration au sein du dispositif vigilance, donc qui a eu lieu en 2011 suite à un certain nombre d'épisodes dramatiques, dont la tempête Xynthia en février 2010. Donc fait que depuis, ce risque de phénomène dangereux, vague-submersion, en fait, est figuré sur la carte de vigilance par ce liseré que vous voyez au niveau de la côte. La vigilance vague-submersion est élaborée par Météo France en partenariat avec le CHOM, grand acteur par rapport à son expertise sur l'hydrodynamique côtière, ainsi que la Direction générale de la prévention des risques pour la problématique liée à l'inondation, et bien sûr la sécurité civile, dans la mesure où on est sur le dispositif de vigilance. Alors, je vous présente ici, encore une fois, j'ai parlé de Xynthia, donc voilà, cette carte de vigilance fictive, puisque le dispositif n'existait pas à l'époque de Xynthia, mais Xynthia reste notre événement de référence par rapport à ce que pourrait être une vigilance vague-submersion rouge. Nous n'avons pas eu de vigilance vague-submersion rouge depuis 2011. Juste pour rappeler que cette carte, cette information extrêmement synthétique, en fait, a réellement vocation à apporter un avertissement à la fois aux autorités en charge de la gestion de crise, mais aussi au grand public, afin qu'ils puissent se mettre en sécurité et être à l'écoute des acteurs en charge de sa sécurité. Ce dispositif est accompagné de produits et services complémentaires et depuis 2 ans, des informations que nous apportons au niveau des directions départementales des territoires et de la mer dans le cadre de la mission de référents départementaux inondations mise en place consécutivement à Xynthia et au plan de submersion rapide de l'État. Enfin, mentionner que la vigilance vague-submersion en Outre-mer est effective depuis 2021 sur les territoires de l'océan Indien et Antilles-Guyane. Donc avec le même niveau de qualité, en tout cas, de système
qu'en métropole. Quelques mots sur les activités un petit peu clés de cette chaîne de valeur qui nous amène au niveau des services dont je viens de vous parler. D'autres services également sont assurés, notamment en soutien à l'activité économique, au port ou alors aux constructeurs. On a aussi avec un certain nombre d'acteurs au niveau du littoral et de la mer. Cette chaîne de valeur, elle intègre un certain nombre d'éléments. Alors je ne résiste pas à utiliser cette ancienne image issue de la communication de Mercator Océan, avec qui nous travaillons beaucoup. Mais en plus des observations dont je vous ai parlé tantôt, la modélisation est un élément extrêmement important et fondamental. Et donc ces modèles de prévision de l'atmosphère et de l'océan superficiel, des vagues, des surcotes et des dérives, en fait, intègrent énormément de collaboration, de co-développement dans le cadre d'expertise complémentaires dans le domaine de l'océanographie opérationnelle et de l'observation spatiale. Je n'ai pas joué à mettre les noms de tous les organismes présents ici, mais en tout cas c'est une réalité, cette co-construction dans cette chaîne de valeur qui amène à ces services en lien avec la sécurité des personnes et des biens en mer et sur le littoral. Et donc je vais donner quelques exemples sur la modélisation des dérives de surface. Ce modèle dont je vous ai parlé, MOTI, qui nous permet de tracer les dérives d'hydrocarbures en surface. C'est un modèle d'une grande polyvalence qui permet aussi de tracer les trajectoires et la provenance d'objets de tout type à la surface. Et notamment, nous l'avons mis en œuvre avec la direction des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à la recherche d'une épave. Donc une épave suite à un naufrage du Ravenel, donc qui a disparu en 1962. Et donc ça fait 2 ans qu'on est en fait on est dans le cadre d'un projet dans lequel nous informons des autorités et un certain nombre d'acteurs pour conduire des recherches sous-marines à l'aide d'outils comme des drones. Et donc une première campagne a eu lieu l'an dernier et nous espérons qu'une prochaine campagne aura lieu puisque nous n'avons toujours pas retrouvé l'épave. Un autre exemple aussi d'utilisation, c'est le service que nous avons mis en place depuis 2019 à la demande du ministère de la Transition écologique dans le cadre du plan Sargasses, de surveillance et de prévision des échouements de sargasses dans les Antilles et en Guyane. Donc sur la base de la connaissance, sur la base de la télédétection, des capacités de ce modèle et derrière d'une expertise qui s'est construite pour apporter des éléments sous cette forme de bulletin sur les risques d'échouement pour que les autorités puissent prendre des mesures. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez récent depuis 2019. Et enfin, je vais terminer sur la modélisation des vagues. Vagues au large tout d'abord, avec une capacité de modélisation, de prévision à l'échelle globale et de fourniture de données aussi associées, grâce à un modèle MFWAM dont nous partageons le code avec le Centre européen et qui s'est depuis 2011 enrichi par un certain nombre de biais, donc amélioration de sa finesse, prise en compte des observations satellites et notamment de la richesse de l'observation altimétrique. Donc vous avez ici un exemple sur une journée. Et richesse aussi des données prises en compte, notamment un dernier satellite franco-chinois qui nous permet d'avoir les différentes directions d'où proviennent les vagues, et non pas seulement leur hauteur, et qui permet à ce système d'être l'un des 2 meilleurs systèmes globaux au monde avec le Centre européen. Quelque chose qui se maintient depuis un certain temps. Et modélisation des vagues plus haute résolution avec notre partenaire le CHOM. Donc avec ici des modélisations très fines à la côte, afin d'attaquer des sujets comme les impacts côtiers et les risques de submersion marine dans le cadre de la vigilance vague submersion. Et là, je vous présente ici, c'est ma dernière diapo, la situation Xintia, telle qu'elle était représentée dans nos modèles en 2010, avec une résolution de 10 km, où vous voyez des carrés, qui sont en fait des carrés sur lesquels vous avez une valeur de vague, avec ce qu'on peut faire maintenant avec le modèle, grâce à cette collaboration donc avec le CHOM, où vous voyez qu'on a une représentation à 200 mètres de maille, c'est extrêmement fin. Et ça permet de représenter des effets extrêmement locaux et d'informer réellement nos partenaires dans la gestion de crise pour non seulement sur le risque associé au phénomène marin, mais aussi pour pouvoir leur permettre d'assurer, d'informer sur les zones potentiellement inondables dans ce contexte-là. Ces modèles aussi nous permettent de réaliser un certain nombre d'études additionnelles dans d'autres secteurs, notamment en lien avec les études de dérisquage, en prévision des futurs appels d'offres pour l'éolien en mer, par exemple, puisqu'on a ici des très bonnes représentations des effets locaux. Et donc voilà, donc une finesse qui va être amenée à se poursuivre et nous permettre de gagner en pertinence et apporter des informations plus précises pour nos usagers. Voilà, je vous remercie.